Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Zundo, une série où on redéveloppe un jeu de plateau en version web ensemble. Alors, dans l'épisode précédent, on avait discuté de la gestion des données, de l'encodage des données de notre jeu, et je vous avais dit que je ne ferais pas tout devant la cam parce que c'est trop long, et donc ici j'ai fait ça de mon côté. J'ai terminé l'encodage. Je me suis rendu compte que j'avais aussi fait quelques petites erreurs d'encodage lors de la précédente vidéo que j'ai corrigées. Mais donc maintenant, j'ai les deux premières armées du jeu qui sont entièrement encodées et je vais m'arrêter là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, d'encoder plus d'armées. À partir du moment où le jeu fonctionne avec ces deux premières armées, ben on pourra progressivement en rajouter d'autres. Donc là, on a déjà de quoi faire au niveau des données. J'ai aussi fait pas mal de graphismes, c'est un grand mot, mais comme c'était assez fastidieux, j'ai fait ça aussi hors caméra. Et l'idée donc, ça a été de détourer chaque illustration des cartes. Et donc maintenant, j'ai chaque carte, chaque membre de mes deux armées disponible sous forme de petits fichiers graphiques. Donc là, pour le moment, j'ai un petit peu toutes les données dont j'ai besoin pour travailler. Ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va un petit peu préparer notre client. Je sais qu'on va avoir besoin d'un client et d'un serveur, et pour commencer, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir une sorte de base graphique sans aller très très loin, mais avoir déjà les composants pour mon plateau de jeu, les cartes, etc. Avoir déjà un petit peu quelque chose de visuel pour pouvoir, dès qu'on va commencer à coder les interactions et tout, qu'on ait déjà quelque chose dans lequel les insérer. Alors pour ça, on va utiliser React, qu'on voit ici, et pour générer nos bundles, générer notre code pour le navigateur, on va travailler avec Webpack. Donc aujourd'hui, on va configurer React et Webpack de manière très très simple et très très rapide, et puis on verra ensuite où on en est. L'idée, c'est de faire des épisodes d'à peu près une demi-heure, 45 minutes maximum, histoire de ne pas perdre, histoire d'avancer relativement vite, mais aussi de faire des épisodes qui soient regardables, pour pas à chaque fois avoir des sessions une heure et demie de code. Donc ça, ce sera notre objectif de cet épisode, pardon, et on va aussi acter quelque chose, c'est que j'ai continué à regarder un petit peu Gameboard.io. C'est super chouette, mais il y a un truc qui m'ennuie en fait, c'est que ça prend beaucoup de décisions à ma place, ce qui est logique. Maintenant, moi, le but de ce projet, c'est de faire un maximum, de tout découvrir par moi-même, y compris si ça me fait faire des erreurs, si ça me fait perdre du temps sur certains bugs et tout ça. Donc l'idée, ce serait plutôt de se dire, je vais tout faire moi-même. Donc on va pas utiliser Gameboard.io pour gérer l'état du plateau de jeu, pour gérer les tours, etc. Tout ça, on va le faire nous-mêmes. Quitte à ce que ça nous prenne peut-être un peu plus de temps, mais l'idée, elle est là. Donc ça, c'est un petit peu les décisions et vers où on va pour le moment. Alors pour commencer, donc, on va revenir dans notre report. Et avant toute chose, avant de commencer à configurer React, configurer Webpack, etc., ce projet est un projet Node.js. En tout cas, pour construire React, on a besoin de Node.js. Et donc, du coup, on va initialiser notre projet avec npm init. npm init permet de créer rapidement un premier fichier package.json qui va contenir toutes nos informations. On va aussi en profiter pour aller chercher un fichier gitignore qu'on va créer directement, comme ça on est tranquille. Je vais en prendre un d'un autre projet, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc ici, je vais créer mon fichier gitignore. Hop, et dedans, on va mettre beaucoup de choses, mais c'est pas grave, c'est normal. Il y a plein de trucs à gérer. On va juste enlever ces deux lignes-là qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Il y a clairement des lignes qui ne vont pas nous servir, mais voilà, c'est un fichier gitignore de base, on va le laisser, et
au fur et à mesure, on l'adaptera si on a besoin. Ensuite, donc, on a notre fichier package.json, qui est donc le fichier qui contient un petit peu toutes les informations concernant notre projet. On va le remplir. Hop. Pour le moment, on va laisser tout ça comme ça. Il n'y a pas d'autre chose spéciale à rajouter. Juste me renseigner comme auteur du package. Voilà. La licence, quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Le reste peut rester comme ça pour le moment. Une dernière chose à faire et à ne pas oublier, c'est déclarer ce package comme privé. Ça va m'éviter de malencontreusement ou sans vraiment faire attention, de publier le package sur NPM, parce que ici c'est pas du tout le but. Donc mettre un flag private true va permettre de dire à NPM ce package ne doit pas être publié. Donc je ne vois pas comment, mais si jamais je venais à taper npm publish dans ma ligne de commande, au moins ça ne le publierait pas. Donc là on a nos bases, et il y a encore un truc que j'aimerais bien installer, c'est, moi je travaille habituellement avec Prettier et ESLint. Donc Prettier est un formateur de code, c'est un outil qui va justement mettre en forme le code sans avoir besoin, moi, de me tracasser. Donc vous allez voir assez souvent que, entre guillemets, je code comme un cochon. Je fais pas attention à l'indentation, voilà, je me concentre sur ce que je fais sans avoir besoin justement de me dire « Ah ouais, mais attends, je dois mettre à la ligne parce que ça va pas être lisible, etc. » Et Prettier va remettre le code en forme pour moi. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Ainsi qu'ESLint, c'est un linter, donc c'est un outil qui va analyser mon code pour me dire attention, tiens, ici tu as déclaré une variable que tu n'utilises pas, ou justement tu utilises une variable qui n'a pas été déclarée, ou ah bah tiens, ce que tu appelles là, cette fonction, elle n'existe pas, parce que bah, j'ai fait une faute d'orthographe dedans par exemple, j'ai oublié une lettre, une faute de frappe, et donc du coup ça ne peut pas fonctionner. Donc ESLint est un outil à linter donc, qui va me permettre d'éviter déjà pas mal de petits bugs, de fautes d'inattention, de trucs qui sont vraiment super utiles. Pour ça, on va utiliser une configuration que j'ai développée dans le cadre de mon travail, qui est une configuration que j'utilise d'habitude et qui est fournie avec un script pour l'installer. Donc ça ici, on va lancer ça et ça va nous installer ESLint, Prettier, ainsi que Husky, qui est un outil qui permet de créer des Git hooks, donc des petits scripts qui vont être lancés en fonction de certaines actions sur Git, et qui va justement, l'idée ici c'est d'avoir un hook avant chaque commit qui va lancer Prettier et ESLint, comme ça d'office mes fichiers seront bien formatés, et si jamais il y a une erreur lint dans un fichier, je ne pourrai pas le committer. Comme ça m'impose, moi, une certaine discipline, ce qui est toujours très très bien. Donc là, on a notre configuration de base. On peut regarder que notre package.json a maintenant quelques dépendances de plus et tout ça. Il y a juste un tout petit truc à corriger, cette ligne-ci n'est plus utile. J'irai corriger ça plus tard dans le fichier de base, dans le script de base. Donc ça, c'est notre première configuration. On va d'ailleurs faire un petit commit pour ça. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, bah, on va très vite fait coder deux petits fichiers, qui seront les premiers fichiers de notre application, et configurer Webpack. Alors, notre application, elle, ici, donc du coup, on va se dire, comme on a besoin d'un serveur et d'un client, pour le moment, ce repo-ci va rester le repo du client. Il va continuer à s'appeler Zundo, je le renommerai sûrement Zundo Client un peu plus tard, et on aura un repo Zundo Server au moment où on commencera à travailler sur le serveur. Comme ça, on a nos deux repos séparés, ce sera quand même beaucoup plus pratique. On aura peut-être besoin justement de créer un troisième repo avec des infos centralisées, bref, ça c'est des trucs qu'on verra au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment de ne pas trop se casser la tête, quitte peut-être parfois à perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave, le temps, on a tout ce qu'il faut. Alors, par contre, moi je vais mettre mes sources dans un fichier SRC.
Ça, c'est une habitude que j'ai. Donc maintenant ici, j'ai pas mal d'informations, pas mal de choses. Je vais mettre tout ça dans mon dossier SRC. Et dans mon dossier SRC, on va avoir besoin, pour commencer, d'un fichier index.html qui sera le point d'entrée de notre application, qui ne va pas contenir grand chose pour le moment, hein, c'est juste le fichier comme ça, et on va déjà créer dedans une div qui aura un ID app, qui sera notre point d'entrée React, le point d'ancrage de notre application React. Ensuite, il faudra charger toutes nos balises script, mais ça c'est Webpack qui s'en chargera, donc pour le moment on ne se tracasse pas. Ensuite, on va créer src.app.js, qui lui va justement contenir le code de notre application, en tout cas son point d'entrée. Alors on va commencer par faire un petit header ici. J'aime bien avoir à chaque fois un petit header pour déterminer à quoi sert le fichier. Donc ici, client main entry point. Hop. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2020. Et pour le moment, notre application ne va pas faire grand chose, elle va simplement faire un console log de hello world. On verra assez vite si, enfin très vite on va remplacer ça par du code React et ce qu'il nous faut, mais pour le moment ça nous va très bien. En tout cas on va déjà configurer Webpack autour de ça, ça va déjà être pas mal. Alors de là du coup on va créer notre fichier Webpack, donc qui lui s'appelle webpack.config.js. Et on va aussi avoir besoin d'un petit fichier babelrc. Le fichier babelrc, c'est le fichier de base pour indiquer comment Babel va se comporter. Et pour ça, je vais reprendre aussi un fichier babelrc que moi j'utilise déjà, que je vais vous montrer ici. Attendez, je vais mettre ça. babelrc, hop. Voilà, qui est le fichier Babel que j'utilise de base. On va ne pas mettre de plugin pour le moment, on verra au fur et à mesure si on en a besoin. Et c'est à peu près tout pour le moment. Alors, on sait déjà qu'on va avoir besoin de Babel Preset Env et de Babel Preset React. Donc ça, c'est deux packages qu'on va installer directement, comme ça on n'oublie pas. Voilà, qu'on va installer de suite. Et on va revenir sur notre configuration Webpack. Alors la configuration Webpack ici, je la tiens pas par cœur, j'utilise un fichier qui est celui d'un autre projet, histoire d'avoir des bonnes bases et de savoir un petit peu où je vais ici. Donc de toute façon, c'est des trucs assez classiques, hein. On n'est pas sur, pour le moment, on n'est pas sur un Webpack particulièrement complexe. On sait que le fichier Webpack va avoir quelques règles un petit peu particulières qui font que ESLint va gueuler, donc on va désactiver ces règles dans le cadre de Webpack, parce que Webpack est un outil, donc c'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment énormément de contrôle. Pour commencer, on va donc inclure Webpack, ce qui va faire que on va aussi l'installer, donc Webpack. On va sûrement avoir besoin de pas mal d'autres choses, à commencer par, d'ailleurs on va commencer par ça, donc on va avoir besoin de Webpack. Du coup je suis un petit peu obligé d'attendre. Hop, donc ici on installe un petit peu toutes nos dépendances. Je suis désolé pour les bruits de chiens, ce sont mes voisins qui sont particulièrement bruyants. Alors donc on installe aussi Webpack CLI, on va aussi installer
le Webpack Dev Server dont on va avoir besoin. Je vais aussi avoir besoin pour le moment de Babel Loader qui est l'outil qui va permettre à Webpack de convertir le code JavaScript moderne en code JavaScript utilisable un peu partout. Et je pense que c'est à peu près tout pour le moment. On va voir Babel Loader, peut-être aussi installer le cache loader pour le moment. Et je pense que ça nous suffira pour le moment, je crois. De toute façon, s'il y a d'autres choses à installer, on les installera dès que possible. Alors, on revient dans notre fichier Webpack. Et si, on a aussi besoin du plugin qui va gérer les fichiers HTML dans Webpack. Donc, HTML Webpack plugin. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner Webpack. On va en profiter donc pour charger nos dépendances. Et je pense que pour le moment, il n'y a pas besoin d'autre chose. On va voir au fur et à mesure. Ensuite, donc on va définir notre configuration. Hop. Donc ici, on va avoir une fonction qui va être appelée et qui retournera la config Webpack. Ça va nous permettre d'avoir une config qui va être sensiblement différente en fonction de l'environnement. Donc on lui passera une variable d'environnement et aussi pouvoir définir si on travaille dans un environnement où on surveille notre code pour pouvoir rebuilder à chaque changement. Pardon. Alors, du coup, notre configuration va être divisée en plusieurs parties. La première partie, ça va être justement de déterminer notre configuration, comment est-ce qu'on travaille et tout ça. Pour ça, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire ici. La seule chose qu'on va prendre l'habitude de déclarer, c'est de forcer la valeur de node env, qui va simplement dire si notre variable d'environnement contient dev, alors on est en développement. Sinon, on est en production. Ici, on prend un petit peu de l'avance, mais c'est pas très grave. On va aussi récupérer quelques variables. Alors, c'est aussi ici qu'on chargera les variables d'environnement, des variables qui seront définies dans des fichiers qui contiendront les variables d'environnement. Pour le moment, on n'en a pas, donc on ne se tracasse pas trop. Mais je vais aussi charger mon fichier package.json. Parce qu'il y a des variables à l'intérieur de package.json qui vont être utiles dans le code, notamment le numéro de version, etc. Pour ne pas avoir besoin de le retaper à chaque fois, on va le reprendre directement des packages.json. Ensuite, ici, alors ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais on va plus tard créer des alias de chemin pour que les fichiers qu'on charge le plus souvent, on n'ait pas besoin de faire des longs chemins pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera un peu plus tard, donc on va se mettre un petit to-do pour ça. Et ensuite, on arrive dans le cœur du sujet qui est les loaders. Donc les loaders, chez Webpack, c'est l'idée de se dire, on va travailler avec toute une série de fichiers différents et Webpack va les gérer lui-même. Et pour commencer, ici, on n'a que deux types de fichiers, qui sont les fichiers JS et à terme les images. Alors les images, on va voir un peu plus tard comment on va s'en occuper. Donc du coup, on ne va pas faire la config des images tout de suite. Encore que, je sais pas trop, je suis en train de réfléchir, on pourrait configurer ça tout de suite, et comme ça on est tranquille. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, pour ça, on va avoir besoin de charger quelques dépendances supplémentaires. Donc, file loader, image loader, et quelques outils pour traiter les images. Donc ImageMin GIFCycle pour traiter les GIFs, ImageMin Moz JPEG pour traiter les JPEG et ImageMin PNG Quant pour gérer les PNG. Donc ça fait quelques trucs à installer. Et donc ici, nous, on va créer
une variable rules qui va contenir nos loaders. Et le premier loader, ça va être le loader des images. Alors ici, je vais le reprendre tel quel de ma configuration précédente. On va regarder ça ensemble. Donc ici, je regarde pour tous les fichiers qui se terminent par PNG, JPEG ou GIF. Je vais donc lui dire d'utiliser, alors Webpack utilise ses loaders de bas en haut. Donc le premier loader qui va être géré ici, c'est d'abord Image Loader, puis File Loader. Donc le premier, dès qu'on a une image, on la passe dans Image Loader, donc en gros elle va être compressée pour le web et tout ça, donc ça c'est une configuration de base. Et ensuite, Webpack va la gérer comme un fichier, tout simplement. Et ici simplement on lui dit où est-ce qu'il doit la sauvegarder quand il a terminé, ce sera dans un dossier Assets, qui lui-même sera dans mon dossier final que j'appellerai bin, qui contiendra tous les fichiers compilés. Donc ça c'est la gestion des images. Ensuite, on va gérer les fichiers JS, donc les modules JavaScript. Et pour ça, on a besoin de pas grand-chose. C'est juste de dire donc les fichiers qui terminent par JS, à l'exclusion des nodes modules. On n'a pas besoin de recompiler, de compresser et tout ça. Enfin, de compresser, c'est encore autre chose, mais on n'a pas besoin de compiler avec Babel les nodes modules, ils sont censés déjà l'être, donc on ne va pas s'en tracasser. Et donc ici, on va avoir quelques trucs. Alors, j'ai repris une config qui était existante, donc je vais la nettoyer, donc ça j'avais pas besoin, mais nous on a juste besoin de deux choses. On a besoin du Babel Loader, donc le Babel Loader qui lui va utiliser un cache, donc si notre environnement est dev, on va utiliser un cache pour Babel, et on va aussi utiliser un cache pour tous les fichiers JS, qui va être appelé seulement quand on est en dev. Le truc c'est que si on n'est pas en dev, on va avoir ici dans notre tableau une valeur false, et cette valeur false, ça va pas du tout aller pour Webpack. Webpack va râler en disant ouais mais attends, tu m'as donné false, c'est pas un loader valable. Donc ici nous on va juste prendre notre tableau et lui appliquer un filter avec une fonction qui va simplement nous dire le truc ici ça doit être une valeur existante, donc une trueC value. Alors cette petite fonction trueC ici, je ne l'ai pas encore définie, je vais aller la définir juste ici au-dessus, parce qu'elle va nous resservir plusieurs fois dans Webpack, ça c'est sûr. isTrueC, et isTrueC c'est tout simple, c'est une petite fonction qui prend une valeur et qui la convertit en booléen. Voilà, aussi simple que ça pour ça. Ici, du coup, on a nos deux loaders, pour le moment, il y en aura d'autres, hein. C'est clair que dès qu'on va commencer à faire des styles, on va devoir gérer les fichiers de style, on aura probablement des tonnes de choses à gérer. Ensuite, donc ça c'était nos loaders. Maintenant, on va aussi gérer les plugins, donc les plugins de Webpack. On va en avoir pas mal. Pour le moment, on va pas trop se tracasser de tous les plugins, mais le premier plugin qu'on va avoir besoin, c'est le plugin d'environnement. Donc pour injecter des variables d'environnement à l'intérieur de notre code. Et pour ça, il y a un plugin qui est fourni avec Webpack, qui est webpack.environment plugin. Et simplement ici on va lui donner les informations. Alors pour ça moi je vais lui créer une variable Zundo environnement qui sera spécifique plutôt qu'utiliser node_env, parce que le truc c'est que node_env peut avoir qu'une seule valeur qui est développement ou production, enfin deux valeurs, et moi ici par exemple je pourrais avoir besoin de plusieurs valeurs, par exemple développement pour le local, mais aussi staging pour un serveur de staging, et production pour le serveur de production. Donc c'est toujours bien d'avoir la possibilité d'en avoir plus. Donc ici, on va simplement dire si l'environnement contient dev, alors on sera en dev, sinon on va utiliser l'environnement tel quel. Comme ça, moi je pourrais en avoir plusieurs.
Ensuite, je vais quand même intégrer, injecter Node env ici. Et ici, bah là, ce sera plutôt pareil. C'est tout ce qui est différent de prod, donc l'environnement que je passe à ma config Webpack. Si c'est prod, alors si c'est différent de prod, alors d'office, au niveau de Node, on est en development. Oula, development, pardon. Et sinon, on est en production. Pour le moment, on va s'arrêter là dans les environnements. Si on va quand même lui donner le numéro de version, donc on va aller récupérer le numéro de version dans le package.json, et on va aussi, parce que ça c'est toujours utile, injecter le moment de build. Donc à chaque build, Webpack va injecter un timestamp qui est le timestamp du build. Donc ça, ce sera toujours utile. Ensuite, on aura sûrement d'autres variables d'environnement, mais pour le moment, ça nous suffit. On va aussi configurer notre Webpack plugin, Webpack HTML plugin, qui lui donc, bon, bah ça c'est une config relativement classique. Alors par contre, on a besoin ici de Resolve. Resolve qui dépend du package pass de Node.js. Donc on va simplement ici récupérer Resolve require pass. Voilà. Voilà, et je pense que pour le moment, en termes de plugins, ça nous suffit aussi. On n'a pas besoin d'autre chose. Peut-être un truc qu'on va faire, parce que ça reste assez pratique, c'est il y a un plugin qui permet de nettoyer. Ouais, non, on va pas trop se compliquer la vie pour le moment. Ensuite, on va avoir besoin, donc on a défini nos plugins, on aura aussi besoin de définir tout ce qui est les optimisations. Alors les optimisations, c'est seulement pour le staging et la prod, donc pour le moment, on ne va pas s'en tracasser, on va juste créer la variable optimisation, et on va rien lui donner. Donc on sait qu'ici on créera tout ce qui est minimisation, compression, chunking, tout plein de machins un peu barbares, mais qui nous permettent d'avoir du code qui est extrêmement léger et propre pour mettre en production. Ici on est en développement, donc on s'en fout. Et enfin, on va retourner notre config telle quelle, donc ici on l'a juste préparée, on va la retourner pour que Webpack puisse travailler. Alors, on va commencer par lui dire le mode de travail. Donc Webpack a deux modes de travail, développement et production. Ici, on va simplement lui dire si la petite variable d'environnement qu'on lui a donnée contient dev, du coup on est en développement. Oups. En développement. Sinon, on est en production. Voilà. Et aussi, alors on va configurer tout le reste, les DevTools, ici ça va justement dire comment est-ce qu'on injecte, comment est-ce qu'on gère les source maps dans nos fichiers compilés. Alors ici pareil, si on est dans dev, et ça c'est quand même une condition que je retape beaucoup, je devrais peut-être la mettre dans une variable, mais on verra ça plus tard. Donc, pardon, si on est en dev, on va utiliser des source maps qui sont très complètes, mais qui sont un petit peu lourdes pour le processeur, on s'en fout, parce qu'on est en dev, on a la puissance, on a tout ce qu'il nous faut. On va ensuite lui dire quel est notre contexte de travail. Notre contexte de travail, c'est le dossier racine de nos sources, donc c'est src. On va aussi lui lister nos points d'entrée. Alors les points d'entrée dans notre application, il n'y en a qu'un seul, c'est app.js. Donc ça, c'est nos points d'entrée. Ensuite, on va définir les modules. Les modules, donc, c'est toutes les règles pour parser nos loaders, nos fichiers et tout ça. Donc ça, nous, on avait tout stocké dans une variable qui s'appelle rules. Ensuite,
C'est ici qu'on déterminera les alias. Alors pour le moment, je vais juste le mettre en commentaire pour pas oublier de les faire, mais on n'en a pas trop besoin pour le moment. Donc alias, pour le moment il n'y en a pas. Ensuite, on a 2-3 petits trucs. Alors ça c'est des machins que je recopie depuis quelques temps, mais c'est pour éviter certaines erreurs de certains packages, certains plugins qui essayent d'utiliser des trucs de Node qu'on n'a pas forcément besoin. On en aura peut-être jamais besoin, hein, mais c'est des trucs des problèmes sur lesquels je suis tombé dans des projets précédents, et du coup je traîne un peu ces configs, mais pour gagner du temps. On va insérer nos plugins, on va insérer nos optimisations, même si pour le moment elles sont vides. On va aussi demander à React de ne pas nous indiquer toutes les infos qu'on a besoin sur les performances. C'est quelque chose qu'on pourra désactiver plus tard. Ensuite, on va configurer comment Webpack travaille sur la sortie. Donc en gros, Webpack va sauvegarder nos fichiers compilés dans bin, un dossier bin, et on va aussi lui dire, quand on est en développement, tu vas juste créer un seul gros fichier qui s'appellera bundle.js, qui risque d'être très très gros, mais c'est pas grave, on est en local, on a toute la puissance qu'on veut, c'est parfait, et on sera considéré comme étant la racine de notre serveur. Donc ça c'est la configuration des sorties. Et la dernière chose, c'est comment on configure le serveur de développement, le serveur local de développement, donc pas le serveur de Zundo, on parle vraiment ici du petit serveur web qui vient avec Webpack, le dev server. Donc en gros, si on est en dev avec la variable watch, alors on va passer en mode watch, et le mode watch est configuré ici. Donc le serveur de développement va compresser le fichier, va utiliser l'API fallback de l'history. Ça c'est quand on travaille avec une seule page, une application en une seule page, pour que tous les chemins repointent vers le même. C'est peut-être pas quelque chose qu'on va avoir besoin ici, mais on va le laisser au cas où. Ça n'aura aucun impact pour nous, ou pas. Enfin, pas d'impact, ou justement pas d'impact négatif. Open, c'est juste pour indiquer que le serveur va se lancer au moment où on lance Webpack. Donc le navigateur va s'ouvrir directement sur notre serveur. Ici, on lui donne la base, donc le dossier de base dans lequel il va travailler, et il a besoin de join, qui est une fonction qui vient de pass. Donc, join. Ensuite, on lui dit, surveille bien, s'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de ce dossier, tu peux relancer la configuration. Et plutôt que sauvegarder tes trucs en mémoire, écris tes compilations directement sur le disque. Donc là, de base, on a notre première config. On va, juste l'aérer un petit peu. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quelques petits warnings que mon linter a envie de mettre, c'est pour ça que je les ai désactivés. Et là, je pense qu'on est bon. Ah, il y a peut-être juste ici... Oui, de fait, on utilise toujours les triples égales pour ça. Donc ici, on est bon, on a notre première configuration Webpack. On est déjà sur la demi-heure d'épisode, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste finaliser cette config et la tester rapidement avec vous, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, enfin pour cet épisode. Donc on va juste préparer nos scripts, donc on revient dans notre package.json, et ici dans les scripts, on va pour le moment juste en définir un qui va être build. Donc là, l'idée, ça va être justement de lancer Webpack avec comme variable d'environnement dev, puisqu'on est en dev. On va avoir besoin du progress, du profiling, et tant qu'à faire, d'afficher des couleurs dans le terminal, parce que c'est un peu plus joli. Donc ça va être le build dev. On va en faire un pour la prod, voilà, qui lui, ce sera pareil, sauf qu'on va lui dire prod.
Et du coup, bon, on va juste mettre un petit raccourci. Build, lui, sera un raccourci vers npm run build dev pour le moment. Et on va aussi définir le... ce que moi j'appelle... Alors, j'appelle jamais ça watch, moi j'aime bien appeler ça work, qui est la commande, la commande watch. Et celle-ci, elle va être un petit peu spéciale, un petit peu plus longue. En gros, je vais avoir besoin... Hop. Ce qu'il y a, c'est que parfois, quand on travaille sur des gros trucs, Webpack râle un peu et a besoin d'un peu plus de mémoire que ce qu'il a par défaut. Ce qu'il y a ici, que je suis sur une machine où j'ai pas mal de RAM qui est dispo, donc tant qu'à faire, je m'en fous, je peux lui donner. Et donc du coup ici, je vais utiliser npx cross-env, qui est juste un script pour changer les variables d'environnement juste dans le contexte d'un script que je lance. Donc ici, je vais simplement lui dire utilise 8 Go de RAM parce que fais-toi plaisir. Et par contre, ça c'est ma commande. Donc ici, c'est on lance Webpack Dev Server avec la variable d'environnement à dev, le watching, le progress et le hot reload pour avoir directement nos infos dans le navigateur sans avoir besoin de recharger la page. Donc ça, c'est nos scripts de base pour le moment. On va juste aussi avoir besoin donc d'installer crossenv. Donc là, on a déjà pas mal de choses. Et pour le moment, donc on va juste lancer notre serveur pour voir un petit peu comment ça marche. Et globalement, on va pas voir grand-chose d'autre qu'un console log hello world dans notre navigateur. Mais au moins, on aura tout notre tooling qui est prêt pour le moment. Donc ici, on va simplement faire npm run work. Ça va compiler notre truc. Alors, ça l'a ouvert dans un navigateur qui était hors champ. Donc, je vais le remettre ici. Voilà. Et il nous manque un truc. Il nous manque le Babel Core. J'ai complètement oublié d'installer Babel Core. Ça, c'est pas malin. C'est @Babel Core. Hop. Donc, on installe Babel Core. Et on va pouvoir relancer le work. Hop. Ici, on voit donc notre Hello World. Ça nous prévient aussi que le hot module, tout ça est préparé. Donc on va peut-être juste le tester en revenant sur notre srcapp.js et on va remplacer Hello World par Hello Zundo. On sauvegarde. Ça a buildé et ça a même déjà rechargé. Et maintenant, on voit Hello Zundo. Donc jusque-là, on a notre structure. C'est très bien. On va en rester là pour le moment. Je vais juste committer un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc on va commencer, on va faire ça en deux commits. Hein. On va juste faire un commit pour src en disant prepare basic app files. Voilà. Voilà. Et tout le reste, ça va être le... Ah, je pense que j'ai tout commité en une fois, moi, comme un gros malin. Alors ça c'est un peu... C'est un peu con. Non, c'est pas git reset. Oh, je ne sais plus, tiens. Hop. Oups. Je ne me rappelle plus ça. Ah, c'est init reset soft et c'est le head à -1. Voilà. Hop. Donc on recommence. Désolé pour tout ça.
Hop, on est de retour, donc cette fois-ci on va juste sauvegarder le SRC, comme ça avait été prévu. Désolé pour ce petit couac. Donc là on crée notre commit avec juste le SRC, et maintenant le commit avec configure webpack tooling. Voilà, et là on a toutes nos infos, ce qui est déjà très bien pour le moment. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode 3, je vous remercie de l'avoir suivi, et lors du prochain épisode, on va préparer nos premiers composants React, notamment le plateau de jeu, les cartes sur le plateau, et un petit peu la structure globale. Merci beaucoup, et à la prochaine!